Héliogabale avait 14 ans lorsque, poussé par l'ambition de sa grand-mère Julia Maesa, il usurpa le trône de Rome et transforma la cour en un cirque d'excès. Imaginez un adolescent couronné grand prêtre d'un dieu inconnu, qui importait des rituels sanglants de Syrie et construisait un temple sur le Palatin pour remplacer Jupiter. Ces cérémonies mélangeaient vin et sang des sacrifices et faisaient pleuvoir des pétales mortels sur des invités inattentifs, tandis que le Sénat et la garde prétorienne regardaient horrifiés. Dans cette vidéo, nous dévoilerons comment un culte solaire en vain a dominé la capitale de l'Empire, explorerons des mariages interdits défiant toute norme religieuse, et revivrons la pluie de roses qui étouffait ses hôtes au nom du divertissement. Nous raconterons comment son identité de genre et ses politiques en faveur des femmes ont secoué les fondations patriarcales, et comment sa grand-mère a orchestré la conspiration qui mena à sa chute violente. Restez jusqu'à la fin pour découvrir la vérité derrière le mythe de cet empereur hérétique, et si vous êtes fasciné par le côté sombre du pouvoir, likez et abonnez-vous pour nous suivre à chaque chapitre de cette saga impériale. Rome se réveillait meurtrie après la mort de Septime Sévère en 211 AP Jésus-Christ. Son fils Caracalla hérita d'un empire agité, les légions, satisfaites par sa générosité, devinrent bourreaux lorsque l'argent s'épuisait, le Sénat vit son prestige réduit à de simples spectateurs, et la garde prétorienne, habituée à imposer des empereurs, flairait chaque changement de vent avec une fin de pouvoir. Caracalla, célèbre pour la constitution antoniniana, accorda la citoyenneté à des milliers de provinciaux mais paya ce luxe de son sang, il tua sans pitié ses propres proches et pilla le trésor pour financer ses extravagances. Lorsqu'il fut assassiné en avril 217 par un centurion en route pour un festival, Rome vacilla à nouveau. Son successeur, Macrin, préfet de la garde, monta sur le trône sans lignée ni charisme. Son gouvernement de magistrats expérimentés voulait restaurer la stabilité et réduire les privilèges, cependant, il augmenta les impôts et irrita les soldats qui regrettaient la générosité de Caracalla. Le Sénat, dépouillé de tout décorum, restait partagé entre révérence et ressentiment, contemplant la ville brûler sous les protestations salariales et les complots voilés. Dans cet entrelac d'ambition et de trahison, Julia Maesa, sœur de la défunte Julia Domna, éleva le jeune Varius Bassianus comme un instrument, au cœur de la crise, elle prépara la conspiration qui donnerait lieu au règne le plus scandaleux de Rome. Julia Maesa, sœur de la puissante Julia Domna, vit dans le chaos suivant l'assassinat de Caracalla l'opportunité de restaurer le pouvoir pour sa famille. Avec maîtrise politique, elle conçut un plan pour discréditer l'usurpateur Macrin, en répandant la rumeur que son petit-fils Varius Avitus Bassianus était en réalité le fils illégitime de Caracalla. Sa fille Julia Soaemia renonça publiquement à son mari, tandis que des messagers répandaient la nouvelle parmi les légions stationnées en Syrie. Le moment culminant survint à Émèse, devant la statue d'Héliogabale, lorsque le centurion Publius Valerius Comazon et ses hommes proclamèrent le jeune prêtre empereur. Une nuit de juin 218 AP Jésus-Christ, Macrin fut arrêté et exécuté, et Bassianus, désormais Héliogabale, monta sur le trône à seulement 14 ans. Ce coup d'État, ourdi dans l'ombre du pouvoir familial, permit à Julia Maesa de s'imposer comme la véritable marionnettiste derrière cette succession insolite. Peux-tu imaginer coordonner une conspiration qui mélange ta vie, ton honneur et le destin d'un empire, reposant uniquement sur des rumeurs et des loyautés achetées? Varius Avitus Bassianus, encore vêtu des pourpres sacerdotales d'Héliogabale, fut conduit devant la statue du dieu solaire à Émèse. Là, le centurion Publius Valerius Comazon proclama le jeune prêtre empereur, brandissant la couronne sous les yeux ébahis des légions. Cette même nuit, le 8 juin 218 AP Jésus-Christ, Macrin fut arrêté, son exécution rapide scella le succès du coup d'État. À Rome, Bassianus prit le nom de Marcus Aurelius Antoninus. À seulement 14 ans, ses premières décisions furent d'accorder de vastes pouvoirs à Julia Maesa et de nommer ses alliés à des postes clés dans la garde prétorienne. La capitale fut sous le choc, adolescents et généraux partageaient le même trône, et le Sénat, stupéfait, accepta à contre-cœur un empereur imposé par les légions. Cette prise de pouvoir ne fut pas un acte spontané, mais l'aboutissement d'un plan familial, rumeurs bien semées, faveurs achetées et foi en un dieu étranger convergèrent pour élever un garçon qui allait changer Rome pour toujours. Peux-tu imaginer les murmures et la peur alors qu'un jeune inexpérimenté assumait le commandement d'un empire millénaire? Héliogabale introduisit à Rome le culte d'Héliogabale, un dieu solaire venu d'Émèse. Imagine la statue de pierre, ornée d'or et de gemmes, descendre la voie dans un défilé de torchers et de tambours. Arrivé sur le Palatin, il commença la construction d'un temple colossal, déplaçant les fondations du projet original de Domitien pour Jupiter. Chaque jour, les prêtres ouvraient les portes du sanctuaire à l'aube, laissant passer les colonnes de fidèles en robe blanche, bien que la véritable cérémonie se tienne à midi, lorsque le soleil frappait de tout son éclat la cour sacrée.
Là, Héliogabale, revêtu d'un manteau pourpre, levait son sceptre vers l'astre roi tandis que le bronze de l'autel scintillait et que la fumée de l'encens s'élevait en spirale dorée. Les sénateurs, contraints par décret, marchaient derrière lui en procession, portant des offrandes de blé et de vin. Le grand pontife proclamait à voix haute qu'Héliogabale était le « soleil invincible » et devait remplacer toutes les divinités anciennes. Quiconque protestait, même par un geste, était puni d'amende ou d'exil. Soudain, le panthéon romain fut soumis à un dieu unique et exotique, et le Sénat constata avec horreur que l'empire religieux se revêtait d'une lumière étrangère. Peux-tu imaginer la convulsion dans les temples, la fureur des prêtres de Jupiter voyant leurs autels vides et la dévotion généralisée envers un culte étranger imposé par un adolescent? Au cœur du grand temple d'Héliogabale, la splendeur laissait place à la terreur, des journées de sacrifices massifs où l'autel débordait du sang de vaches, de moutons et même d'enfants issus de familles patriciennes. Sous le soleil de midi, Héliogabale, vêtu d'une tunique solaire dorée, levait le couteau devant des milliers de fidèles attendant avec anxiété. Le fracas des tambours syriens marquait le rythme tandis que le liquide carmin jaillissait en torrent, imbibant le marbre poli. Mais son extravagance atteignit un extrême mortel lorsque, lors de l'un de ses célèbres banquets, il ordonna qu'une pluie de pétales de roses et de violettes tombe par la lucarne du triclinium. Au début, ses invités, ivres de vin et d'émerveillement, applaudissaient le spectacle. Cependant, la pluie florale devint si dense que les voies respiratoires se bouchèrent, beaucoup restèrent immobiles, suffoquant dans un lit parfumé où la terreur fleurissait en silence. Hérodien et Dion Cassius s'accordent à décrire ce banquet comme un rite d'horreur déguisé en luxe, les corps tombaient sans secours, et l'empereur lui-même considérait ce massacre comme un divertissement digne d'un dieu. Le récit de cette pluie mortelle se répandit à Rome comme un avertissement, le pouvoir sans limite peut transformer la beauté en bourreau. Pouvez-vous imaginer participer à un rituel où magnificence et mort dansent au même rythme, et où un simple geste impérial suffit à transformer la fête en massacre? Imaginez un triclinium impérial orné de tentures pourpres et de tables débordant de mets rares, faisant importer, homards du Nil et gâteaux parfumés au miel de Cilicie. Tout était disposé pour un spectacle d'opulence infinie, où Héliogabale offrait à ses invités gibier exotique et vin mélangé à des épices orientales, et, parfois, au sang même de ses sacrifices. Pendant ces dîners, les banquets se prolongeaient jusqu'à l'aube, des plateaux circulaient sans arrêt, des porteurs transportaient des plats dorés et les serviteurs remplissaient les coupes avec de l'unique cire promettant l'euphorie. Pourtant, le plaisir avait un sous-texte macabre. Lors de certains festins, l'empereur ordonnait d'infuser la boisson avec quelques gouttes de sang animal fraîchement versé, croyant que cela conférait une vigueur divine à ceux qui buvaient. Certains récits indiquent que, dans sa quête de la perfection, Héliogabale utilisait même le liquide chaud des victimes du culte à la place de l'eau pour cuisiner. Alors que les effluves du vin teinté de carmin coulaient dans les gorges, il organisait des jeux scéniques, des danseuses couvertes de pétales de rose, cueillies dans des temples sacrés, qui étaient ensuite brûlés, dégageant une fumée dense et enivrante, des musiciens frappant les tambours jusqu'à l'épuisement, et des convives rivalisant pour obtenir des pieds de porc sucrés ou les glandes de sanglier, considérés comme aphrodisiaques. Ces orgies de splendeur s'opposaient à l'idéal romain de dignité et de modération. L'empereur, satisfait, lançait des pièces à la foule pour gagner des applaudissements, tandis que le Sénat observait en silence, incapable d'arrêter ce carnaval d'excès. Pour le peuple, ces festins devinrent le symbole d'un pouvoir déchaîné, capable de sacrifier la morale et les finances publiques au nom du plaisir hédoniste. Pouvez-vous imaginer assister à un dîner où luxe et sang se mêlent dans chaque assiette, et où le désir d'impressionner se transforme en une démonstration de pouvoir aussi perturbante qu'irrésistible? Héliogabale enchaîna les liens du pouvoir avec un défilé de mariage aussi scandaleux que stratégique. D'abord, il épousa Paula, fille d'un préfet prétorien, pour la répudier ensuite après avoir découvert des défauts physiques, portant atteinte à sa vanité. Puis il rompit le vœu d'une Vestale, Julia Aquilea, une union sacrilège défiant le serment de virginité passible de mort. Non content de scandaliser, il contracta avec Faustina, arrière-petite-fille de Marc Aurèle, dans l'espoir d'un héritier, il la renvoya un an plus tard lorsqu'elle ne répondit pas à ses désirs. Ensuite, il consomma une union bigame avec Héraclius, un esclave grec, et Aurelius Sotique, un athlète célèbre, deux époux simultanés dont il admirait et méprisait les corps avec la même arbitraire. Chaque mariage violait des tabous millénaires et exposait les époux à la moquerie et au mépris du Sénat. Sa grand-mère, craignant un effondrement total de l'ordre social, annula ces unions une à une, mais le mal était fait, Rome assistait pour la première fois à un empereur franchissant toutes les frontières du mariage traditionnel. Pouvez-vous imaginer être obligé d'épouser le jeune tyran, sachant que votre alliance pourrait se transformer en rejet par caprice impérial?
Héliogabale brisa tous les modèles en portant des tuniques féminines, des perruques et en se maquillant les yeux comme une prêtresse du culte solaire. Ce n'était pas un simple caprice de mode, il proclama vouloir devenir femme, offrit des récompenses aux médecins pour une opération génitale et exigea que ses sujets l'appellent « impératrice » plutôt que « empereur ». De plus, il éleva Julia Soemia, sa mère, au rang de consul, faisant d'elle la première femme à avoir voix et vote au Sénat. Peu après, il institua un Sénat féminin sur la colline du Quirinal, où des matrones aristocratiques débattaient des décrets et dictaient les normes coutumières. Cette audace politique, inspirée des traditions d'Émèse où les femmes de haute lignée exerçaient un pouvoir réel, ébranla le patriarcat romain, le forum se remplit de voix indignées et la noblesse accusa l'usurpateur de pervertir l'ordre divin. Dans une société où la dignita et le mos maiorum interdisaient la présence féminine dans la sphère publique, Héliogabale imposa l'impensable, il fusionna identité de genre, culte religieux et gouvernement en un seul acte de défi. Ce mélange de dévotion et de transgression transforma son règne en une lutte symbolique pour l'égalité, mais aussi en une cause de scandale qui prépara sa chute. Pouvez-vous imaginer l'horreur des élites en voyant un jeune empereur vêtu en femme, dépouillé de toute convention, et sa mère occupant le siège d'un consul au cœur de Rome? Alors que Rome débattait de son destin au Sénat, Héliogabale célébrait un pouvoir parallèle basé sur la débauche. Il ouvrit les portes du palais impérial, transformant les appartements en bordels de luxe, des couloirs entiers où esclaves et exilés se proposaient librement à quiconque franchissait le seuil. À une occasion, il ordonna que toutes les prostituées de la ville libres et captives se rassemblent sur le forum, défilant pendant 3 jours avec musique assourdissante et danseuses vêtues de tuniques fines brodées d'or. Lors de ces orgies, l'empereur mélangeait le vin à un extrait de hashish importé d'Asie, une potion provoquant euphorie et somnolence, idéale pour dissoudre toute trace de dignita. Les banquets se transformaient en bacchanal où les limites entre serviteurs et clients s'effaçaient, athlètes et musiciens entraient avec la promesse d'une faveur impériale, et beaucoup ressortaient, à l'abri de la nuit, transformés en amants impériaux, avec titres et privilèges. Ces pratiques, au-delà d'un simple caprice hédoniste, avaient une fonction politique, elles suscitaient une loyauté directe envers le trône, contournaient la clientèle sénatoriale traditionnelle et rappelaient à tous que le véritable pouvoir résidait dans la faveur du jeune empereur. Mais cette stratégie de « pain et plaisir » entra en conflit direct avec la morale conservatrice, le peuple fut scandalisé d'apprendre que les termes impériaux, autrefois refuge d'hygiène, s'étaient transformés en mascarade sexuelle publique. Héliogabale renforçait le pouvoir de ceux qui participaient à ces fêtes par des charges mineures et des exemptions fiscales, créant ainsi un réseau de dépendants prêts à le défendre même face au mépris du Sénat. Pourtant, ce culte du plaisir semait la haine dans les cœurs traditionnels et érodait la légitimité impériale à chaque coupe d'idées et chaque nuit d'excès. Pourrais-tu gouverner un empire en offrant des privilèges en échange de loyauté, sachant que ta force politique repose sur le désir et l'excès? Le règne ostentatoire d'Héliogabale déclencha une vague d'indignation parmi l'élite romaine. Les sénateurs, fidèles au mos maiorum, regardaient avec horreur le temple de Jupiter se vider, remplacé par les autels d'Héliogabale, tandis qu'un adolescent vêtu de tunique féminine présidait un sénat féminin sur le Quirinal. Les murmures se répandaient dans les couloirs du Palatin, culte étranger, mariages sacrilèges et orgies impériales avaient fracturé la dignité de l'État. Pendant ce temps, la garde prétorienne, qui avait initialement acclamé le jeune empereur, commençait à douter de la sagesse de suivre des ordres contraires à leurs propres traditions militaires. Les vétérans, étonnés par la préférence impériale pour les athlètes et les courtisanes plutôt que pour leurs camarades d'armes, commencèrent à reconsidérer leur loyauté. Dans ce climat de mécontentement, Julia Maesa orchestra l'aboutissement de son intrigue. Elle convainquit Héliogabale de nommer comme héritier son cousin Alexandre Sévère, un garçon de 12 ans au lignage plus acceptable. Elle propagea des rumeurs de trahison contre l'empereur excentrique, promut la figure d'Alexandre auprès des troupes et profita de l'impopularité croissante pour démanteler le culte d'Héliogabale. Le 11 mars 222 après Jésus-Christ, la garde se souleva, lorsqu'Héliogabale apparut au camp pour tenter de réprimer la révolte, il fut ignoré tandis que l'on acclamait Alexandre. Sans effusion de sang, mais avec les poignards invisibles de la trahison, sa grand-mère proclama le changement et scella le destin d'un règne qui, après à peine 4 ans, mourait sous le tranchant de la conspiration familiale. Pourrais-tu imaginer conspirer contre ton propre petit-fils pour sauver l'honneur de Rome, chevauchant l'indignation populaire et le mépris des légions? Le 11 mars 222 après Jésus-Christ, la garde prétorienne, lasse des excès et des profanations, se souleva dans un mutisme silencieux. Au camp, ils favorisèrent Alexandre Sévère, âgé de 12 ans, dont les traits, hérités, de Caracalla étaient plus acceptables que les excentricités d'un adolescent défiant Dieu et coutume. Héliogabale, confiant,
se présenta sur l'esplanade accompagné de sa mère, Julia Soemia, espérant étouffer la rébellion par un geste d'autorité. Mais il fut ignoré. Les prétoriens scandèrent le nom d'Alexandre, puis ils donnèrent l'ordre d'arrêter l'hérétique et sa conseillère. Sans résistance, tous deux furent capturés et décapités. Leurs corps, dénudés et traînés dans les rues, furent exposés comme avertissement, celui d'Héliogabale jeté dans le Tibre, celui de Julia Soemia abandonné en un lieu inconnu. Le Sénat décréta la damnatio memoriae, leurs noms furent effacés, leurs temples détruits, leurs édits annulés. En quelques heures, le jeune homme qui voulait être un dieu passa de la divinité à la victime, et son règne d'ombre devint un avertissement sur les limites du pouvoir. Au fil des siècles, la figure d'Héliogabale prit des dimensions légendaires. Au Moyen Âge, Orose et Jérôme le citèrent comme exemple de décadence, et à la Renaissance, Boccace consacra des pages amères à sa grand-mère, dépeinte comme « la nourrice de l'infamie ». Son audace à transgresser les genres et à autonomiser les femmes anticipait toutefois les débats modernes sur l'identité et l'espace politique. Les auteurs romantiques et surréalistes utilisèrent son histoire pour satiriser les tyrannies et donner voix aux marginaux. Aujourd'hui, son règne s'étudie autant pour son horreur que pour ses éclairs de révolution sociale, un usurpateur qui changea à jamais la conception du pouvoir et du genre à Rome. Héliogabale nous enseigne que la frontière entre génie et folie est aussi fragile qu'une couronne de fleurs. Un adolescent secoua un empire millénaire avec des cultes étrangers, des banquets sanglants et des mariages interdits, pour tomber ensuite par la même audace qu'il avait élevée. Selon toi, qui fut le véritable protagoniste de cette tragédie impériale, le dieu qui voulait être roi, la grand-mère qui trama le complot ou la garde qui rétablit l'ordre? Partage ton avis dans les commentaires. Si cette immersion dans la Rome la plus sombre t'a fasciné, aime et abonne-toi, nous avons encore beaucoup d'histoires à déterrer, et active la cloche pour ne rien manquer.